Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast qui raconte le sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. J'échange aussi avec d'autres professionnels sur tout ce qui peut impacter le dodo. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu. Je suis accompagnante postnatale spécialisée en sommeil des tout-petits. Et comme je suis aussi esthéticienne au naturel, j'ai créé un institut spécialement dédié aux mamans. Mon objectif, faire du bien aux mamans et donner confiance aux jeunes parents. J'espère que ces témoignages vous feront réaliser que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter du dodo de votre enfant. Faites avant tout confiance à votre instinct, soyez libre d'adhérer ou non à la vision des parents que vous écouterez. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour Mégane. Je suis ravie de t'accueillir déjà parce que tu viens de loin et que tu as fait beaucoup de route pour venir jusqu'à moi, donc merci. Et en plus, tu vas avoir plein de choses à nous dire car tu as traversé pas mal de difficultés avec le sommeil de ton enfant, donc tu vas nous en parler. Tu es donc la maman de Tim. Quel âge est la Tim aujourd'hui ? Il va avoir 14 ans début décembre. Donc un grand. Un grand. Globalement. Globalement. En plein dans l'adolescence. C'est ça, exactement. Okay. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses aujourd'hui au sommeil de ton fils ? Je pense au chaos. Voilà. Voilà, c'est posé. Merci, fin de l'épisode. Non, vraiment chaotique. Déjà, j'étais très jeune. J'avais 23 ans quand j'ai eu mon fils. Okay. Et le père de mon fils travaillait la nuit. D'accord. Voilà. Donc solo. Donc complètement seule. Mes parents n'étaient pas à côté, donc j'étais vraiment très isolée. Face à quelque chose que j'ignorais complètement, enfin, je ne m'attendais pas du tout à l'étendue des dégâts. Et en fait, ça a été très compliqué. J'en garde un souvenir, même 14 ans après, assez traumatisant. Stressant. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un avant et un après. Pour moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir récupéré complètement de toutes ces années. Parce que ça s'est compté en années. Ouais, vraiment. Ouais. Non, vraiment. Jusqu'à quand ? Franchement, honnêtement, jusqu'à ces 10-11 ans, il y avait encore des fois des terreurs nocturnes. Okay. Ouais. Donc ça fait très long, quoi. Ouais. C'est pas très encourageant pour les parents de petits qui vont nous écouter. Désolée. Mais en même temps, j'imagine que tu as dû trouver plein de petites choses pour essayer de comprendre et de trouver des solutions. Donc, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Déjà, avec quoi tu partais comme croyance concernant le sommeil de l'enfant et le sommeil du bébé ? Que c'était très normé, tu sais, avec une nomenclature bien posée. Ok. Vraiment, c'était tu les couches à telle heure, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et si voilà. tu fais ça Je vois fonctionne. l'effroi dans ton regard. Non, pas du tout. C'est malheureusement, entre guillemets, une croyance qu'ont beaucoup de parents. Et du coup, en fait, ce qui est difficile, c'est que du coup, quand l'enfant sort de ce cadre, les parents sont perdus et Exactement. ils croient que déjà, l'enfant n'est pas normal ou qu'ils font mal les choses. Nous, on a des problèmes, voilà. C'est ça. Donc toi, tu partais avec cette croyance que le sommeil, c'était cadré et que si tu restais dans ce cadre-là, c'était facile. Pas que c'était forcément facile, mais en tout cas que ça se faisait d'une manière. On a toujours fait de la même manière et voilà, c'était on les couche, ils passent leur nuit plus ou moins bien, voilà. Et en fait, pas du tout. Moi, il a bien fait ses nuits au tout début, les 5-6 premiers mois. D'accord. Donc, il nous faisait des, je sais pas moi, peut-être 22-23 heures jusqu'à des fois 8-9 heures du matin. Donc, tu dis c'est cool, quoi. 8, 9, 10 heures de sommeil avec un nourrisson inespéré. Et un jour, exactement, mais c'est au-delà du patatras, quoi. Un jour, je me souviens, il a vu son père partir au travail en voiture. On était sur le parking de notre maison. Il a dit « Papa parti travail ». À partir de ce jour-là, il n'a plus dormi. Dingue. Il n'a plus dormi. Mais quand je dis il n'a plus dormi, c'est... Je pèse mes mots. Voilà. Et c'était des réveils nocturnes toutes les demi-heures, toutes les nuits, tout le temps. Moi, je rappelle, j'avais 23 ans. Ouais. Donc pas forcément une maturité très élaborée.
toute seule. Voilà, confrontée à ça, Qu'est-ce que c'était tu t'es dit à ce très moment-là? compliqué. Du coup, pour toi, c'était évident qu'il y avait un lien entre cette phrase qu'il avait dite? Je pense qu'il y a un lien parce que, il y a vraiment eu un avant-après, Ce jour-là? ouais, ce jour-là. Donc est-ce que c'était le fait qu'il y ait plus de présence masculine adulte, Mmh. dans la maison? Enfin, je veux pas faire un discours, voilà, très genré tout ça, mais est-ce que c'est parce que moi j'avais, des choses qui étaient pas réglées à ce moment-là, des angoisses liées notamment à la nuit, Mmh. qu'il a ressenti? Est-ce que c'est un mix de tout? Je n'aurai sûrement jamais la réponse. Voilà. Mais par contre, depuis que tu t'es reconvertie, que je suis tes aventures, je regrette de ne pas avoir connu, Mmh. quelqu'un comme toi. Parce qu'en fait, mais ne serait-ce qu'à la maternité, si on te Ouais. dit, vous pouvez être accompagné, en fait, il y a des gens, c'est leur métier, ils choisissent de vous accompagner, en fait, vous n'êtes pas toute seule. Mmh. Ça m'aurait changé la vie. Toi, tu t'es sentie toute seule à ce Ah moment-là? oui, complètement. Il y avait personne autour de Non, toi, ni famille, ni amis, ni, personne, personne, professionnel du coup? Bah, personne, professionnel à cette personne, époque-là, personne, malheureusement, déjà non. encore Oui, il y a aujourd'hui, 14 ans, ça fait quand ouais, bien même sûr. c'est pas hier, quoi, Mmh. ouais, Même maintenant, hein, des professionnels formés au sommeil, enfin, ouais. Et puis il quand y en a tu pas dis, assez, mais «Je suis fatiguée», il se réveille toutes les nuits. «Ah bah oui, mais c'est c'est normal». normal. Oui, enfin là, je suis au bord du suicide, je suis pas sûre Mmh. que ce soit normal, quoi. Mmh. Et vraiment, je me souviens d'un soir où, en plus, comme il hurlait très fort, il se faisait vomir. OK. Et donc en plus de te réveiller toutes les demi-heures, toi en tant que maman, tu pas le temps de te rendormir en une demi-heure, enfin tu fais des micro-sommeils de 10 minutes, c'est affreux. Et en plus, tu allais changer à chaque fois les draps, changer enfin, tu vois, c'était un millefeuille de Mmh. il se réveille, il pleure et ça va pas. Et puis en plus, quand tu es une jeune maman, tu as envie de bien faire, donc tu te poses 12 000 questions. Et là, il est propre, est-ce qu'il faut que je le change plus? Est-ce qu'il a assez donc voilà. Et après, c'est un espèce de je pense qu'avec la fatigue, tu perds un peu le sens de la réalité, tu remets tout en question, c'est un espèce de tourbillon. Mmh. Et je me souviens qu'il s'était, réveillé, je sais pas, c'était peut-être le 9e réveil, hem, donc toutes les demi-heures. Il s'est fait vomir une 3e fois, enfin il a vomi, il s'est fait Mmh. vomir, le Ouais, pauvre, ouais. il criait Il quoi, a tu vomi vois? de Voilà. ouais, ouais. Et en fait, je l'ai posé sur la table à langer pour le mais j'en ai encore la vision, hein. Je l'ai posé sur la table à langer pour le changer et il continuait à hurler. Et je sais pas, j'ai vu dans son regard qu'il voyait que j'avais pas le même visage que d'habitude. Mmh. Je pense que j'étais en train de switcher et je me suis dit: «Tu sais quoi? Écoute, pose-le 2 minutes dans Ouais. son lit, va, faire un tour dans le salon, hein, bien sûr. Pars pas, Je vais allez faire une ciao, petite ouais!» randonnée d'1 heure et demie, je reviens. C'est ça. Voilà, je me suis mise, sur le porche de la maison, on était en maison de campagne, donc devant la maison, au calme. J'écoutais les bruits de la nuit et je me suis calmée 5 minutes et après j'y suis retournée en me disant: «OK, en fait là, si tu pas le recul nécessaire pour, faire un petit step en arrière, je pense que c'est là qu'il y a des drames qui peuvent arriver, en fait. Voilà. Et c'est Exactement. terrible et je pense qu'il faut en parler aussi parce que moi, la première, je jugeais énormément les mères, avant en disant: «Mais comment tu peux secouer ton enfant ou faire du mal ou n'importe quoi?» Et en fait, en ayant vécu cet épisode-là, ce jour-là, je me Tu suis dit: là. «OK, en fait, j'aurais pu être» tu vois? Ouais. Si j'avais pas eu le recul et tu sais jamais pour X raisons, Mmh. tu vois? Je suis pas meilleure qu'une autre, je suis pas moins bonne Mmh. qu'une autre. On sait jamais. On est tous des êtres humains, on a tous des failles, on a tous, en une fraction de seconde, à quel point le manque de sommeil et le fait d'être complètement perdu et ne plus savoir quoi faire, ça peut te faire, switcher complètement, quoi. Mmh. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «En fait, là, il faut prendre des mesures parce que, parce qu'on se met en danger, en fait, et c'est pas OK, quoi». Voilà. Donc le lendemain, j'ai pris une mesure. C'était quoi cette mesure? J'ai choisi le cododo. OK. Voilà. Alors que j'étais complètement contre le cododo. Pareil, je pense par croyance limitante. OK. Et en fait, j'ai dit à son père: «Écoute, toi, t'es pas là la nuit, tu travailles». Bon, pour le coup, c'est pas de sa faute, hein, on peut pas lui Ouais, reprocher. ouais. Mais moi, par contre, je vais pas survivre. Je vais pas survivre. La fatigue rend fou, mais c'est de l'épuisement, jusqu'au bout des tripes, quoi. J'ai dit: «Donc en fait, je vais mettre son lit à côté de moi et tant qu'il aura pas assez confiance pour être bien et apaisé, il dormira à côté de moi». L'objectif, c'était quoi à ce moment-là? C'était qu'il se réveille moins, qu'il se sente plus apaisé pour moins se réveiller ou que ce soit plus facile de gérer les réveils parce que tu pouvais intervenir plus facilement? Un peu des Un 2. peu des 2. Un peu des 2. Un peu des 2 parce que j'avais remarqué
que quand il commençait, en plus son père me disait quand il pleurait, quand il était là, il travaillait pas, il était là les nuits, et qu'il fallait le laisser pleurer. Moi, ça me tordait les boyaux parce que, enfin voilà, moi toute mon âme était appelée par mon enfant qui hurlait quoi. Et donc j'ai fini par ne plus écouter ce que son père me disait et en faire ce que je ressentais moi. À l'instinct. Voilà. Donc j'avais remarqué que quand j'y allais, des fois je posais juste ma main sur son ventre, ça ne provoquait pas un réveil. Tu vois, quand je sentais que ça allait faire un réveil, je posais délicatement ma main sur son abdomen et en fait, le réveil n'arrivait pas et pouf, il se réapaisait, voilà. OK. C'était le signal pour lui, Ouais. maman est Maman est là, ça va. On dort, ça va. Exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a fait le cododo. Ouais. Voilà. Dès que je sentais, parce qu'il avait des espèces de petites gestuelles réflexes avant de faire son réveil. Donc quand tu as vécu 12 réveils par nuit, tu les connais, les gestes par cœur. Et dès que je sentais un petit tremblement comme ça, je posais ma main même sur sa cuisse et il ne se réveillait plus. Voilà. Donc t'es passé de on ne sait pas combien de réveils par nuit, toutes les demi-heures, à plus du tout de réveil? À beaucoup moins de réveils. OK. Ouais. Beaucoup moins de réveils. Moi, il s'est jamais trop réveillé pour manger, donc c'était pas un problème alimentaire parce que c'était quand même un bébé bien en forme, qui avait largement les ressources pour subvenir à ses besoins pour elle. Exactement. Mais tu sentais vraiment que c'était une angoisse. Ouais. Voilà. Donc ça, il avait quel âge à ce moment-là? Tu disais ça a switché à 6 mois. Ouais. Combien de temps il s'est passé entre le moment où ça a dégringolé, ce fameux moment où tu t'es dit « Ok, ça va plus » et le moment où t'es passé en cododo, donc du coup t'es passé en cododo tout de suite après, mais... En fait, de 6 à 9 mois, ça a vraiment fait la dégringolade. Ok. Petit à petit, ça a fait 2 réveils par nuit, 3 réveils, 4 réveils, toutes les nuits, voilà. Et après les 12 réveils par nuit, mais j'insiste sur le 12 parce que je les ai comptés. Et c'est vraiment... c'est toutes les 30 minutes. Ça a duré, je sais pas, jusqu'à ces 9 mois, 10 mois, on va dire. Mais j'ai pas tenu très longtemps comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas humain, en fait. Parce que du coup, son père qui travaillait la nuit, il fallait bien qu'il dorme le jour. Ouais. Donc j'enchaînais aussi sur la journée. Ouais. Au bout d'un moment, tu dors pas la nuit, tu dors pas la journée. C'est déjà très long. T'es seule. Un peu compliqué, quoi, de s'en sortir correctement. Donc, à partir de ces 10 mois, peut-être 1 an maximum, et encore, je l'ai mis en cododo et ça a duré 3 ans. D'accord. Voilà. 3 ans et même encore après, lorsqu'il redormait dans sa chambre, il fallait tous les soirs faire le câlin du soir à des horaires précis, que ça dure assez longtemps, qu'il commence à s'endormir à côté de moi. Donc toutes les mamans aiment faire des câlins à leurs enfants, c'est pas le problème. Mais des fois quand c'est, je sais pas trop comment l'exprimer sans choquer, mais tu sais quand c'est un truc presque obligatoire tous les soirs, il y a des soirs où toi aussi t'es fatiguée. Puis entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé. Donc il y a des soirs où j'avais un peu des douleurs, où j'étais pas très bien et t'as moins de disponibilité, tu vois. Mais en fait, si je ne passais pas par ces 3/4 d'heure, 1 heure obligatoires tous les soirs, ça ne fonctionnait pas, quoi. Ça ne fonctionnait pas. Donc c'est normal de pas en avoir envie parfois. C'est assez utopique de se dire c'est notre enfant, on l'aime si fort qu'on a envie de lui faire des câlins tout le temps. On a envie de lui faire des câlins peut-être 99% du temps peut-être, mais il y a des moments si on est fatigué ou que on est malade ou que quelque raison que ce soit, qu'on a envie de passer des moments en couple aussi. Ouais, tout à fait. Mais ça encore, c'est pas quelque chose de très intuitif. Pour X raisons, je pense que peut-être qu'il y a des femmes qui en sont conscientes tout de suite parce qu'elles ont eu des piliers de vie assez ancrés. Mais quand t'as pas forcément ce genre d'éducation, tu sais, c'est pas forcément évident de se dire, de pas culpabiliser, tu vois. Je dis, ok, en fait, là, j'avais pas envie de faire un câlin à mon enfant parce que je suis claquée pour X raisons. Et du coup, t'es une mauvaise mère. Exactement. Et ouais, bien sûr. Et c'est pas normal, message, quoi. Voilà, bien sûr. c'est ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Des années pour réussir à lui dire écoute, je suis désolée mais là ce soir j'ai trop mal, je vais pas bien, donc on fera ça plutôt demain ou alors c'est plutôt toi qui viens sur le canapé, voilà. C'est des petites stratégies qu'on a trouvées, mais ça ne réglait pas les problèmes nocturnes.
Parce qu'il se réveillait quand même la nuit? Ouais. OK. En fait, il a fait beaucoup de terreurs nocturnes. Tu sais, quand il se réveille en hurlant d'un coup, comme en plein cauchemar. Et ça, vraiment, ça a duré des années, mais jusqu'à ses 10 ans, quoi. Donc une terreur nocturne où il est pas conscient, où il Non. est pas réveillé? Non, ouais, Une pas réveillé. terreur nocturne. Ouais. À la différence d'un cauchemar où en fait on se réveille, Non. on revient dans le réel, on peut parler Ah du non. cauchemar, on peut parler, on peut réagir. Là, il y a rien. Une Rien du terreur tout. nocturne, il y a Il rien m'a d'autre à sorti de faire. ses discours parce que les premières fois que ça arrive, en plus quand ils sont tout petits, t'as du mal à comprendre que c'est une vraie terreur nocturne. En fait, ils sont pas là. Donc tu leur parles, ça baragouine. Mais quand ils sont plus grands, moi je me souviens, il avait 8-9 ans, j'ai compris qu'il était pas là, en fait, quand il se réveillait. Et je disais: «Mais Tim, tu sais où tu es?» Sur le on aurait dit un alcoolique, quoi. Sur le bateau, dans la baleine, des trucs, insensés. Je dis: «OK, en fait, là, il est pas là, donc ça sert à rien que» voilà. Donc j'ai essayé de le rassurer, de le mettre en sécurité, parce que parfois il s'est levé, carrément. Donc de mettre la chambre en sécurité, de faire attention au niveau des fenêtres, des volets, des portes, tout ça, qu'il y ait rien par terre au cas où il se lève et qu'il soit... Et qui se mettent en danger. Exactement. Et puis pareil, toi, après, c'est difficile de te rendormir en sachant que il fait des terreurs nocturnes et qu'il peut se lever et que donc tu as toujours cette espèce d'anxiété. Voilà. Et en fait, au final, c'est un peu passé plus ou moins avec le temps. J'ai pas eu d'aide professionnelle extérieure pour me dire: «OK, en fait, là, votre fils, il est confronté à ça. On peut vous proposer ci, ça», enfin, voilà. J'ai pas eu mais moi, j'ai pas su non plus chercher autour de moi. J'avais pas conscience, en fait, qu'il y avait un réel sujet, tu vois? Et qu'il y a vraiment des professionnels dont c'est le métier, vraiment. J'avoue que je découvre un peu tout ça, à quel point ça peut aller profond avec toi, quoi. Vraiment. Et encore, parfois, il y a des problématiques émotionnelles où il faut chercher loin, Ouais. très loin. Parfois, on se met en lien entre professionnels aussi pour aller chercher ailleurs quand un de nous trouve pas la solution. Donc ça peut être physiologique, ça peut être émotionnel, ça peut être d'autres choses Plein de aussi. choses, ouais. Et ce qui est important, déjà, c'est que la maman, elle se sente pas seule. Même si tu comprends pas, c'est aussi accompagner le parent pour qu'il se sente épaulé, qu'il se sente pas seul, et qu'on lui dise ça arrive aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour améliorer votre sommeil à vous, pour pas sombrer, parce qu'au-delà de résoudre la problématique de l'enfant, il faut aussi accompagner le parent pour que ça dégringole pas derrière, quoi. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Non, c'est vraiment très compliqué. Et encore aujourd'hui, il va avoir 14 ans. Le sommeil reste toujours un sujet. Voilà. Des fois, il a du mal à s'endormir, voilà. Donc je sais que il a un trouble de l'attention sans hyperactivité. Je sais que les personnes comme nous, un peu différentes, ça a déjà un impact sur le sommeil. Moi, j'ai des troubles du sommeil aussi depuis toute petite. Donc je sais qu'il y a peut-être ça aussi qui joue. Qu'est-ce que t'as, toi, comme trouble du sommeil? Alors moi, j'ai du mal à m'endormir. Je me tourne dans tous les sens et je peux faire plusieurs réveils nocturnes dans la nuit. OK. Un peu la mère de mon fils, quoi. Donc un matériel génétique autour du sommeil qui est déjà... C'est probablement, ouais. Probablement. Et une fois que je me réveille, après, accroche-toi pour que je me rendorme, quoi. D'accord. Voilà. Donc je sais qu'il y a ça aussi qui joue. Mais même encore aujourd'hui, où son trouble de l'attention est accompagné, il est au courant, on en parle, enfin je veux dire, il y a un suivi, tout ça, aucun problème. Des fois, il vient me demander si je peux pas lui donner... parce que mes années d'herboristerie m'ont beaucoup aidée, tout de même. Donc j'ai toujours une petite plante ou deux légale. On précise, surtout pour un enfant de 15 ans. Voilà, c'est ça. À petite dose, des fois ça l'aide. Voilà. On va revenir sur la chronologie. Du coup, aux alentours de 9-10 mois, c'est ça? Tu passes en cododo? C'est ça. Alors, dans la configuration, tu disais c'était son lit qui était à côté du tien? Ouais. Donc, c'était pas du cododo partage de lit, c'était du lit collé? En fait, ouais, c'est ça. On avait
Son lit à barreaux, c'était les lits évolutifs, tu sais, où tu peux enlever les barreaux et après mettre à hauteur de sommier. Donc, je l'ai calé contre l'angle, j'ai enlevé tous les barreaux, je l'ai calé contre le mur, son lit à lui, Ok. et j'ai collé mon lit à moi à son lit. Ok. Donc, en fait, il avait son espace De sommeil à dédié. lui, voilà. Parce que moi, j'aime pas trop qu'on me vienne dessus quand je dorme. Donc, il avait son espace à lui. On avait mis une barrière de peluche. Bon, je pense qu'il faut faire gaffe à partir d'un certain âge au niveau sécurité qui s'étouffe pas, mais en tout cas, à cet âge-là, ça allait. On a mis une barrière de peluche entre son lit et mon lit. Ok. Tu sais, dans le renfoncement des deux matelas qui sont collés, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et moi, je dormais à côté et ça se passait très bien. J'avais mis des gros boudins contre le mur pour que ce soit molletonné, comme il bouge beaucoup la nuit. Et en fait, on est resté comme ça. Du coup, on avait un lit, je sais pas, de 2,50 m, tu sais, de largeur. Ils étaient à la même hauteur, du coup. Ouais. Vous aviez réussi à vraiment le caler. Ouais. Et en fait, c'était très bien comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Parce que même quand il avait besoin que je reste longtemps avec lui au moment de l'endormissement, moi, j'étais quand même à ma place, dans mon lit. Donc, ça te fait quand même un petit moment de repos, un petit moment de calme, un petit moment de silence, même si tu peux pas faire ce que tu veux dans le salon, tu vois, par exemple. Mais voilà. T'es pas libre de ton temps, mais au moins, t'es pas dans l'action. Tu te reposes un peu l'esprit. Voilà, ouais. C'est ça. Voilà. Et ça a duré 3 ans, au moins 3 ans. Ouais. Comment ça se passait le coucher ? À heure fixe, plutôt. J'aime bien respecter les horaires, voilà. Donc, il allait se coucher quand il était tout petit, je crois, 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Enfin, tout petit, à partir de ses 3 ans, hein, je dis, il me semble. Parce qu'on faisait la douche, le bain vers 18h, 18h30, le temps qu'il mange, et après, un petit temps calme, un câlin et dodo. Donc moi, j'allais avec lui et c'était vraiment, il était blotti contre moi, à côté, besoin de contact, beaucoup de contact physique. Okay. Et en fait, j'attendais qu'il s'endorme, voilà. J'ai une petite papouille avec son doudou, voilà. T'avais pas besoin d'interagir à ce moment-là ? C'est-à-dire ? T'avais besoin de lui parler, t'avais besoin de le Non, on parlait pas. Ouais. On parlait pas. C'était vraiment juste, j'ai besoin que tu sois là, quoi. Ok. Il était pas agité non plus, c'était juste... Non, pas spécialement. Okay. Il frottait un petit peu ses pieds contre le mur, il avait un mouvement qui faisait... un peu balancier. Ouais, mais je pense que c'était plus le corps de quelqu'un qui est assez dynamique, tu vois, qui prend un petit moment pour, tu vois, mettre son corps à l'arrêt, qui est pas forcément évident pour les gens énergiques. Il tournait un peu dans un sens, un peu dans l'autre, mais c'était pas... Oui, il était pas agité. Non, c'était pas chaotique. Je veux sortir du lit. Non, pas du tout. D'accord. Non. Tu juste me laisse tranquillement. C'était pas ok, tu vois, parce que moi, je veux bien prendre le temps, t'as besoin, pas de soucis, je suis là. Mais par contre... quand on dort. On fait pas la bamboula, quoi. Voilà, exactement. Donc, on prenait un petit temps, voilà. On parlait un petit peu, mais très doucement, c'était très calme, voilà. Mais par contre, ça durait très longtemps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'endormissement pouvait durer 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Et il y a des fois où je me suis surprise m'être endormie à côté de lui, avant lui. Avant lui. Voilà. Okay. Et alors là, quand ça t'arrive, tu dis, ok, je suis cuite, j'ai vraiment besoin de dormir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok. Voilà. Et t'avais essayé de le coucher plus tard ? Oh oui, alors ça... Parce que généralement, je précise, je recommande pas très souvent. Enfin, généralement, c'est plutôt des problématiques de coucher trop tard que des problématiques de coucher trop tôt. Quand il y a des réveils ou des endormissements trop longs, on se dit solution facile de coucher plus tard. En fait, et non, c'est souvent pire. c'est quand même l'inverse. Ouais. Mais je pose la question quand même parce que parfois, ça arrive. Mais du coup, non. Non. Et du coup, pire. Ouais. Et puis avec tout l'amour que j'ai pour mon enfant, en m'en occupant toute la journée et toute la nuit, j'avais pas trop envie qu'il aille se coucher tard parce que j'avais besoin vraiment de ce moment-là. Après son coucher. Ouais. Son père était parti au travail, lui il était dans son lit en train de dormir, enfin dans le cododo, quoi. Ouais. Et moi j'avais vraiment, mais ça c'était un besoin vital, hein. Ouais. Voilà, donc ça pouvait pas commencer trop tard. Voilà. Ok. Donc ça se passait comme ça à 3 ans. Et avant, donc entre le moment où il est passé en cododo et donc il avait aux alentours de 9 mois, tu disais tout à l'heure. C'est ça. Est-ce qu'il y avait juste l'heure du coucher qui changeait ou est-ce que
Il y avait d'autres choses qui étaient différentes. Non, le coucher, ça a été toujours le même à peu près. Il se réveillait plus quand il était plus petit. Ok. Entre ses 9 mois et ses 6 ans, on va dire. Il se réveillait beaucoup plus. Ça a quand même été un peu en décrescendo. Bon, après, on a eu des petits défis de la vie, donc ça n'a pas aidé. Mais vraiment, ouais, jusqu'à ses 6-7 ans, ça a été... J'avais beau tout essayer, je savais plus quoi faire, quoi. Pour les réveils nocturnes? Ah ouais. L'endormissement, ça a toujours été le même, ça a toujours été très long, ça a toujours été... ouais, je dirais pas jusqu'à quel âge il a eu besoin du câlin du soir, mais c'est jusqu'à très récemment. Mais les réveils nocturnes, ouais, 10-12 fois par nuit, de ses 9 mois jusqu'à ses 6 ans, facile, quoi. Ok. Ouais. Donc en fait, il se réveillait toujours autant, c'est juste que tu l'apaisais tout de suite, c'est ça? C'est ça. Et du coup, il y avait moins de hurlements, ça partait moins haut dans les tours, c'était moins dramatique, c'était moins... voilà. Donc j'étais à côté de lui, je lui mettais la main sur l'abdomen, sur la cuisse, ou il venait se blottir contre moi. Voilà. Ou des fois, il y avait juste son pied, tu sais, qui partait un peu vers la gauche, le mien qui partait un peu vers la droite, et juste le fait de se frôler les pieds, je sentais qu'il se rendormait, en fait. Ok. Voilà. Le message est passé, maman est là. Exactement. Ouais. C'est bon, tu es safe. Et toi? T'arrivais à te rendormir quand même un peu plus facilement Ben, moi, je pense que j'ai jamais eu un sommeil profond. Tu vois, il y a tout le temps tu sais, quand tu dors mais que tu dors pas. Tu sais, comme pour surveiller leur respiration, des trucs comme ça. T'es en vigilance constante. Exactement. Et je pense très honnêtement que j'ai pris un peu cher avec ça. Vraiment. Physiquement, je pense que j'ai passé tellement d'années et tellement de nuits à mal dormir que j'ai l'impression que je vais jamais récupérer, en fait. Ça te fait quoi? Bah, ça me fait un peu de la peine. Ça me fait un peu de la peine pour moi, en fait, de me dire bah meuf, c'est pas cool pour toi, quoi. Franchement, tu vois, un peu de la peine, ouais, de me dire ça. Tu serais une personne extérieure, t'aurais envie de te faire un gros câlin. Exactement. En mode ouais. Je suis désolée, quoi. Ouais, exactement. Genre, franchement, c'est pas cool, quoi. Franchement, t'as pris un peu cher. Non, c'est pas Viens, cool. on fait un câlin, quoi. Tu vois. Voilà. Non, vraiment. Vraiment, et si un jour j'ai un deuxième enfant, je pense que la première chose que je ferai, ce sera de me tourner vers quelqu'un comme toi, ou tu vois, accompagné, soit d'une doula ou d'une sage-femme, mais vraiment, genre qui écoute la maman. Voilà. Et qui peut apporter du soutien. En parlant d'écoute, c'était quoi les retours de ton entourage Alors, tu parlais de ton conjoint tout à l'heure qui disait laisser pleurer, mais... Ex-conjoint. Ex-conjoint, je sais pas s'il y a un lien, mais d'accord. Qu'est-ce qu'on te disait à ce moment-là quand t'en parlais, que ce soit professionnel de santé ou entourage? Ça va finir par passer, c'est normal. Ah bah oui, mais les bébés pleurent la nuit. C'était les phrases affreuses que tout le monde entend, quoi. Voilà, je n'ai jamais eu... Je me remets peut-être un peu moi en question aussi, hein. C'est peut-être que je peux aller taper à la bonne porte ou quoi, tu vois. Mais je n'ai jamais eu, ni lu, ni vu, ni entendu quelqu'un qui m'a dit ok, là quand même, ça fait long, c'est quand même costaud, c'est pas genre le petit non, c'est genre il se fait vomir plusieurs fois par nuit tellement il hurle, quoi. Ouais. Ouais, non, jamais de prise en considération de ce qui se passait. Non, c'est ça. En fait, c'était un peu une fatalité, tu vois? Je l'ai un peu vécu comme une fatalité. Genre, OK, ben, moi, le mien, il est comme ça, tu vois? À la loterie du sommeil des enfants. Ben, moi, j'ai pas tiré le bon lot sur le sommeil. Par contre, il mange de tout, il est hyper sociable, tu vois? Je peux l'emmener partout, il y a aucun problème, voilà. Par contre, la carte sommeil, tu l'as pas tirée. Non, Enfin, t'as tiré j'ai tiré toutes difficile, les quoi. autres, Ouais. mais pas celle-là. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'était un peu une fatalité, tu vois? J'avais pas... puis je pense encore une fois que j'étais très jeune. J'avais plusieurs choses à régler avec moi-même, tu vois? Donc j'avais pas la même façon de réfléchir, pas la même façon de me rendre compte des choses, pas le même recul.
Donc pour moi, c'était presque une fatalité de me dire ok, en fait, c'est comme ça. Il y en a d'abord ils marchent, il y en a d'abord ils ont les dents. Moi, il est sympa, il mange de tout, mais par contre il dort pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu binaire comme ça quoi. Et en plus les quelques fois où j'en ai parlé, tu sais, souvent c'est des médecins qui sont bien plus âgés, des hommes bien évidemment. Blanc. Voilà, tu vois, avec sa blouse et son crâne dégarni, blancs. ouais, voilà. Mais les bébés ont toujours pleuré la nuit, madame, ça va passer. D'accord. Et si entre-temps je me suicide, ça se passe comment? Parce que, il y a vraiment des jours où vraiment, je pense que les gens qui ne sont pas concernés par le manque de sommeil ne se rendent pas compte à quel point ça rend fou, littéralement. Ça... Je n'ai même pas de mots assez forts pour décrire ce que ça fait. Tu parlais de ce moment crucial où tu l'as laissé pour sortir et respirer. C'était plus arrivé depuis? Jamais. Parce que du coup, cododo, et que tu t'es pas retrouvée dans cette situation-là de... Non. En fait, cette nuit-là, je me suis dit, il faut que je ne me retrouve plus jamais dans cette situation. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte que je ne me retrouve plus jamais dans cette situation. Tu peux te féliciter et être fière de toi. Merci. Parce que... Ouais, je sais pas. Il faut prendre du recul à ce moment-là, et c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand tu es dans cette situation émotionnelle-là et cette fatigue-là. Et c'est comme ça, tu l'as dit très justement, c'est comme ça qu'il y a des accidents qui arrivent et des choses très graves qui arrivent. Et ça arrive à tous les parents de se sentir dépassés à un moment ou à un autre. Donc, je pense que ce serait bien qu'on l'entende tous. Tu vois, qu'on soit accueillis à la maternité avec une banderole « Congratulations, vous allez être dépassé, c'est normal ». Tu vois? Ouais. Que ce soit, en fait, presque banal pour un parent de dire franchement, là, je suis dépassée, quoi. Tu vois? Et qu'on puisse en parler librement, ouvertement, sans jugement. Et ça peut être dur. Ça peut être très dur. Ouais, mais tu vois, on est dans une époque où justement on dit qu'il faut libérer la parole sur les femmes, sur les minorités, sur tout ce que tu veux. Moi, je suis une fervente, tu vois, défendresse, je sais pas comment on dit. Défenseuse de la liberté d'expression et que chacun respecte chacun, vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de travail sur la parentalité globale. Je vais pas dire juste maternité parce que c'est pas cool d'exclure tous les autres compagnons. Mais ouais, je pense que il y a une romantisation de la parentalité qui, moi, avec mon expérience, me dérange un peu. Enfin, ça me tient à cœur qu'on dise aux gens là, ça va être difficile. Ça peut être difficile, tu vois, mais pas pour faire peur. Pour dire, en fait, si ça t'arrive, c'est OK. Et prends ton téléphone, il y a tel numéro. Tu vois ce que je veux dire? Et pas que ce soit un tabou et pas qu'on nous réponde des phrases bateaux, ça va passer, tous les bébés pleurent la nuit. En fait, tu dis rien, c'est la même chose, quoi. C'est même mieux, en fait, je pense, de rien dire. Parce que... Oui, parce que ça te fait sous-entendre que t'es pas assez forte pour supporter la normalité. C'est ça, ouais. Alors que toi, tu viens chercher de l'aide, un conseil, quelque chose. On vient se dire, t'as pas besoin d'aide. C'est ça. Et on devrait pas avoir à t'aider. C'est ça. C'est un peu ça le message, en fait. Exactement. Parce que ce que tu vis, c'est normal. Donc, tout le monde l'a affronté avant toi, donc maintenant tu l'affrontes. Et... c'est affreux, je trouve, comme discours. Voilà. Donc, vraiment, moi, je plébiscite le fait qu'on dise aux parents et aux jeunes mamans... Ça peut être difficile. Ouais. Et c'est OK. Et venez chercher de l'aide. Exactement. Auprès de professionnels qui vous apporteront de l'aide et qui ne vous diront pas... Mais oui, parce que tu vois, ces médecins-là, peut-être que s'ils avaient eu une petite pancarte avec écrit Mégane, tu vois ce que je veux dire? Ou d'autres sophrologues spécialisés en sommeil, tu vois? Peut-être que s'ils avaient eu un petit dépliant en disant, écoutez, je peux vous donner cette photocopie. Moi, je m'y connais pas. Enfin, déjà... faire un petit travail sur l'ego pour arriver à prononcer cette phrase, mais bon, petite parenthèse. Mais moi, je ne suis pas spécialiste du sommeil. Moi, je suis médecin pour voir si votre enfant prend bien son poids, si c'est OK, physiologique, pas de problème. Tournez-vous vers des gens qui sont spécialisés. Voilà. Ne restez pas seul. Voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes comme vous et il y a des bons retours et ça se passe bien. Mais t'imagines le nombre d'enfants, le nombre de parents et le nombre d'enfants que ça aurait potentiellement pu sauver? Parce qu'en fait, si t'extrapoles un petit peu, combien de femmes se sont retrouvées
dans cette situation à potentiellement secouer leur bébé ou tu vois. Je bloque là-dessus parce que quand j'ai regardé mon fils ce jour-là sur la table allongé, c'est l'image de moi que j'ai vue dans ma tête en fait. J'ai vu comme une projection, me dire en fait là si je switch, c'est ce qui va se passer. Donc il faut pas que j'en arrive là, tu vois. Mais je me suis vue le faire. Et mon fils a bloqué, il m'a regardé et je pense qu'il a vu une expression dans mon regard qu'il n'avait jamais vue, que moi-même je n'avais jamais ressenti. Voilà. Donc si, en fait, après on peut dire avec des si, on met Paris en bouteille, hein, mais je suis convaincue que s'il y avait un meilleur accompagnement sur le sommeil et sur les potentielles difficultés que tout jeune parent peut vivre, il y aurait moins d'accidents. Alors ça, je suis persuadée. Voilà. Ça, c'est dit. Fin de citation. Comment ça se passait les siestes? Parce qu'on parle beaucoup de la nuit. Comment ça allait les siestes? Écoute, je ne connais pas cette espèce inconnue. D'accord, donc il dormait pas la nuit, il dormait pas du tout le jour? Très peu. Il faisait 15 minutes de sieste, 2 fois l'après-midi, entre 15h15 et 15h30, et 17h et 17h15, quoi. Voilà. D'accord. Comme le monde était trop intéressant à aller découvrir, on s'embêtait à faire une sieste. D'accord. Oui, parce que tu as dit que ça avait commencé aux alentours de 6 mois. Donc là, il commence à rythmer un petit peu ses siestes. Donc, il faisait encore 2 mini-siestes dans la journée. 2 micro-siestes, et tard, du coup. Donc, de son réveil jusqu'à 15h, il faisait pas de sieste? Non. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'imagine. Voilà. Qu'est-ce que tu as essayé? Alors Je déroule ma liste. C'est ça. Tout d'abord, j'ai essayé la calmosine, qui est une infusion de plantes, là, d'hydrolat, voilà. Ce qui m'a quand même pas mal aidé. Je pense que sans calmosine, on serait plus là. D'accord. Ensuite, nous avons essayé les balades dans la poussette, les balades dans la voiture, les balades en écharpe, sur le canapé, dans le salon, avec du bruit, sans bruit, avec de la lumière, sans lumière. Voilà. Liste non exhaustive. D'accord. T'as tout essayé. Tout essayé. Moins manger, mieux manger, plus manger, un bib, sans bib, la tétée. Voilà. Ok. À telle heure, puis plus tard, c'est puis ça, plus tôt, exactement. puis un peu plus tard, puis un peu plus tard, puis un peu oui, plus parce tôt. qu'en plus, t'as quand même les gens autour. Ah mais tu devrais peut-être le coucher plus tôt, hein. En même temps que l'autre te dit, mais non, tu devrais le coucher plus tard. Voilà. Alors déjà que c'est un peu le bazar dans ta tête de jeune maman. T'as en plus tous ces trucs qui viennent autour de toi, là. Fantastique. Voilà. Donc, ils faisaient très peu de siestes. Et je me souviens qu'à la maternelle, d'ailleurs, je sais plus s'ils font... Ils font encore une sieste, normalement, en petite section. Une seule? Ouais. Ah oui. Une seule après manger. Je crois qu'il la faisait pas. Il allait avec les 4 ans, il me semble. Voilà. Pourtant, normalement, je sais qu'aujourd'hui, elle est quasiment systématiquement imposée. Ah oui. Mais bon, après, quand t'as un enfant qui dort vraiment pas... Et si tu fais quoi? Bah ouais, c'est ça. Tu peux pas l'assommer. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Donc, très peu de siestes. D'accord. Donc, sommeil de jour... Ah ouais. Malheureusement, l'un impacte l'autre. Et oui, bien sûr. Mieux il dort la journée, mieux il dort la nuit, mieux il dort la nuit, mieux il dort le jour. Donc vous étiez en plus dans un espèce de cercle vicieux de fatigue. Exactement. Que vous n'avez pas pu résoudre, quoi. Non. Et en plus, c'était un enfant qui avait besoin de sortir courir, besoin de... Tu vois, c'est pas comme si... tu sais, il y a des enfants qui sont très calmes, qui jouent, qui font des petites maquettes. Il ne fait pas de petites maquettes. Il va courir dehors. D'accord. Il va jouer au foot, il va faire du vélo, il va grimper aux arbres. Ok. Voilà. Et vous avez vu des thérapeutes pour essayer d'accompagner ou d'aller creuser cette dimension émotionnelle ou tu disais que tu avais fait un diagnostic de TDA, donc trouble de l'attention. Exactement. C'était à quel moment ça? C'était plus tard. C'était avant sa rentrée au collège. Ok. Je pense que c'était... Donc une dizaine d'années. Parce que rentrer au collège, CM1, CM2, ouais. par là, je pense. Donc, on a fait le bilan où on m'a dit qu'effectivement, il avait un trouble de l'attention. Je le savais déjà. Ouais. Voilà. C'est juste pour poser le diagnostic dessus, quoi. Et c'est surtout pour en parler avec lui, pour normaliser la chose.
Parce que quand tu as grandi en étant différent ou différente, sans le savoir, et que tu l'apprends à l'âge adulte, ça fait un petit effet qui se coule, voilà. Donc je ne voulais pas qu'ils vivent ça. Et voyant bien quelques similitudes de mère en fils, tout ça, je me suis dit: «Bon, on va prendre les choses tout de suite». Et la seule chose que j'ai su de ces personnes-là, donc c'est des neuropsys, hein, qui sont, enfin, c'est pas un Falabraque qui a fait les tests, ont confirmé qu'effectivement ça impacte le sommeil, en fait. Les neurodivergences, de base, même physiologiquement dans le cerveau, c'est différent, en fait. Le récepteur de la dopamine est différent, tu vois? Donc forcément, la production de mélatonine est différente. Voilà. Donc déjà, de base, Ça aide pas. ça aide pas. Et et puis même là encore, tout est contradictoire parce que des fois ils te disent, il a besoin d'être stimulé, il s'ennuie, donc stimulez-le. Oui. J'entends, proposez-lui, moult et moult activités, machin, sauf qu'après on te dit: «Mais en fait, il est trop stimulé, donc laissez-le s'ennuyer», voilà. Et bon. Ouais, je pense qu'on en est un petit peu encore aux prémices des accompagnements des troubles de l'hyperactivité et que du coup, parce que les neurosciences au final ça a une dizaine d'années, donc le Exactement. temps d'avoir vraiment des retours sur, toutes les pathologies et comment les accompagner. Parce qu'une fois que tu as compris ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne différemment, c'est bien. Bon, du coup, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc avant ce diagnostic, à part, pédiatre qui te disait, «Tout va bien», enfin, Ouais. c'est normal, il y a pas eu de... Il a eu un suivi, avec, une psychologue, sur Nice, qui l'a pas mal aidé au niveau des angoisses. Donc je pense que le fait de travailler sur les angoisses diurnes a joué sur le sommeil nocturne, petit à petit. Quel âge Voilà. il avait à ce moment-là? Il avait, ça a duré plusieurs années, hein, ça a duré, 2-3 ans. Je pense qu'il était en primaire quand j'ai commencé à l'amener. CE2, CM1, CM2, avec le suivi, de la psychologue. Et ça a fait du bien parce que, ce qu'on voyait nous à la maison, on le revoyait en séance avec elle. Et elle lui faisait un petit rappel, genre: «Alors t'oublies pas ce soir, tu fais ta respiration», ou enfin, tu vois? Des trucs comme ça. Donc ça l'a aidé à se sentir un peu mieux intérieurement, à s'accepter et donc à être moins, avec des gros guillemets, moins angoissée, la nuit. Ça, tu le faisais déjà un petit peu à la maison? D'essayer de décrypter ses peurs et d'essayer de comprendre ce qui le rendait agité, En fait, c'était difficile parce que comme c'était vraiment des terreurs nocturnes, à partir du moment où il se réveille, il ne s'en rappelle plus. Et donc c'est super compliqué d'avoir un dialogue, sensé, tu vois? Et d'essayer de poser des mots sur quelque chose d'aussi abstrait, dont il n'a aucun souvenir. Puis c'est difficile, quoi, de moi, j'ai été réveillée par un enfant qui s'est mis à hurler comme si comme si un cochon qu'on égorge, quoi. Vraiment le truc, si t'es cardiaque, c'est dangereux pour toi. Mais en même temps, quand tu vas en parler à l'enfant, il se souvient pas, il sait pas. Donc à un moment donné, quand je lui parlais de ce qui s'était passé la nuit, il arrêtait pas de s'excuser de m'avoir réveillée. Oh! «Mais ouais, bichette, c'est affreux!» Donc j'étais là, mais en fait, je vais lui parler de quelque chose parce qu'on est censé mettre des mots dessus, mais en même temps, il va culpabiliser de m'avoir réveillée parce qu'il voit bien après que je suis, éclatée de fatigue toute la journée, quoi. Donc mais en même temps, donc j'ai pas envie de lui en parler parce que je veux pas le faire culpabiliser. Ouais, Bichette, d'accord. c'est le premier qui subit, c'est lui, hein, tu vois? Voilà. Quelque chose qui a changé, qui est 100% physiologique, si quelqu'un entend cette parole. C'est le but, Ouais, de ouais, ouais. transmettre, Vraiment, des petites, astuces qui peuvent c'est, sauver. l'ablation des amygdales et des végétations. Moi, je voulais pas le faire trop jeune parce que bon, produits chimiques, tout ça, anesthésie générale dans un tout petit corps, voilà, laissez-moi mon herboristerie. Donc son père voulait le faire plus jeune. Finalement, on l'a fait en 6e, quand il était en 6e. Game changer. Quasiment plus de réveil la nuit. En plus, maintenant, c'est un ado, donc il se réveille plus le matin non plus. Mais non, non, vraiment, il respire bien, il ronfle plus, il est moins agité, il a moins de cernes, voilà. Donc
Je me demande si ça n'a pas aussi un petit rapport. Alors, dans la chronologie, là, on enregistre l'épisode. Je suis en train de monter l'épisode avec Camille Simon, qui est donc orthophoniste et qui nous explique le lien entre la respiration et les troubles du sommeil, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Et c'est drôle que tu dises ça aujourd'hui, parce qu'effectivement, il peut y avoir un lien. Est-ce que tu avais remarqué d'autres choses? Est-ce qu'il avait tendance à dormir la bouche ouverte ou à ronfler? Tu parlais de ronflement, Oui. Et il ronflait, puis il retenait sa respiration. En fait, je sais pas si je vais faire ça au micro quand même, les pauvres gens vont entendre Ok. ça. Mais vraiment, il dormait bouche grande ouverte. C'était vraiment cette inspiration par la bouche, Mm. avec la luette qui vibre et tout qui vibre. Ronflement, blocage de la respiration et expi par la bouche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ne passait par le nez. Donc, Voilà. il faisait probablement des De l'apnée apnées du du sommeil, sommeil. ouais, je pense, ouais. Ouais. Et ça, c'est hyper compliqué de Eh oui, dormir quand tu fais des absolument, apnées du sommeil comme c'est ça. ça. Mais quand t'as un enfant de 9 mois, tu vois, Mm. moi je suis un peu sensible du système ORL, lui aussi était un peu, tu te dis, en fait, il a tout le temps le nez un peu, tu vois, on Un fait peu des pris, un allergies, peu, on ok. est à la campagne, Mm. bon, voilà, il y a un peu de poussière, tu te dis pas forcément, en fait, mon fils a des végétations qui bouchent les canaux, il n'arrive pas à respirer par le nez, enfin, c'est pas le premier truc qui vient, quoi. Mais ça devrait être le premier truc qui vient pour un médecin quand tu vas consulter. Enfin, C'est exact. c'est dingue. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, l'opération amygdale, c'était amygdale et végétation, c'est ça? Absolument. Et quel âge il avait? En 6e, il avait 10-11 ans. Ouais. Et donc là, t'es passé de combien de réveils à... De 3-4 réveils par nuit à plus de réveils, plus d'angines, plus de maladies, plus de rhume, respiration. Et en fait, la chirurgienne qui l'a opéré m'a dit, en fait, votre enfant n'a quasiment jamais respiré par le nez. Il avait des végétations tellement hypertrophiées que ça lui bouchait complètement le canal. Enfin, c'était là, ah bon? N'aurait-on pas pu me prévenir plus tôt? C'est clair. Pauvre enfant, Bah ouais. qui est en apnée depuis Depuis sa 10 ans. naissance. Ouais. Mm. Ouais, voilà. Ok. Et c'est pas faute d'être allé consulter pour maintes et maintes angines, otites, rhinopharyngites. On a fini avec les pompiers, le gaz, parce que moi je suis asthmatique, donc Ok. ça peut, voilà. Donc il avait de la respiration très sifflante. On t'a jamais réorienté vers un ORL? Jamais. Ça m'énerve. Jamais. Et tu t'énerves de manière très calme. C'est très doux. Je m'énerve pas souvent, mais alors là, là j'avoue, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que Jamais. du coup, potentiellement, ça aurait pu être tellement plus facile pour toi. Voilà. Pendant tellement plus longtemps. Ouais. Pour si peu. Ben on n'en avait parce pas que- discuté. Je précise, on n'en a pas discuté avant l'épisode. Pas du tout. On n'en a pas discuté pendant les premières minutes. Enfin, je sais pas, Non. ça fait 50 minutes qu'on tourne. Et en fait, jusqu'à ce que tu me dis ça, non, il n'y a pas de cause. Et potentiellement, là, Il y avait la c'était cause, ça. en fait. Ou Ouais. peut-être que c'était autre chose. Ou peut-être que Peut-être que c'était c'est une ça et autre chose, accumulation. bien Ouais, c'est sûr. ça. Et dans tous les cas, tu l'as vu en plus. Tu as vu la différence avant et après C'est ça. l'opération. La seule chose qu'on m'ait dit, c'est quand il sera plus grand, si les angines si les amygdales restent hypertrophiées, parce que de ce que j'ai compris, à l'adolescence, les amygdales se résorbent d'elles-mêmes. En fait, t'as plus les grosses boules, sauf quand elles ont été trop contaminées par virus et bactéries, donc elles sont hypertrophiées, qu'elles restent en forme de grosses boules au fond de la gorge. D'accord. Et des fois, il y a même des petits trucs blancs qui s'accumulent à l'intérieur. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça sent très mauvais. Et là, en général, on conseille l'ablation des amygdales. Et donc, on m'avait dit, quand il sera plus grand, si vraiment il a toujours les amygdales très gonflées comme ça et qu'il fait régulièrement des angines, il faudra peut-être voir pour les faire enlever. Rien à voir avec, il y a de l'apnée du sommeil, ça, là, ouais. Il faut lui enlever maintenant parce qu'en fait, votre fils dort pas bien. Et vous non plus. Et même moi, en tant que maman qui n'était pas pour une opération d'anesthésie générale sur un enfant petit, je pense que je me serais posé la question autrement, en fait. À l'époque, le petit, c'était pas ça le problème. Si la langue, elle se met pas bien au palais et qu'elle a tendance à se mettre en bas de la bouche, du coup, au lieu de respirer par le nez, il respire par la bouche. Et c'est la respiration, la ventilation par la bouche constante qui fait parfois que les amygdales, le fait d'être surstimulé. Ouais, voilà. Donc en fait, c'était pas forcément un problème de grosseur d'amygdales et de végétation dès le début. C'est le fait que, pour une raison qu'on ignore, il avait une
Voilà, une position de la langue qui était peut-être pas la bonne. Ah ouais. La Ça modifie ventilation, ton trajectoire de respiration. c'est ça. Et Et donc, ça entraîne plein de choses. ouais, ouais, ouais. Et ça, on le dirait pas aux gens un peu, à tout le monde? Mm. Non? Que tout le monde soit au courant? Ouais. Mais ça, moi, je l'ai appris avec Camille. Enfin, Eh tu oui, vois, oui. maman formation sommeil, Ouais. tu vas pas aussi Aussi loin. loin dans les explications et dans ce qui peut gêner. On parle d'apnée du sommeil, etc. Mais c'est des choses que tu peux détecter plutôt avec des difficultés d'alimentation, de succion, Ah oui, non, moi, il y a pas eu ça. des choses comme ça. Donc, tu vois déjà. Et puis, Tôt. avant de passer par la case opération, du coup, tu as de la rééducation que tu peux faire Eh oui, oui. avec une ortho. Mm, Donc, avant d'en arriver à l'ablation, ouais. Voilà. Merci. Ça me fait plaisir de venir te voir aujourd'hui. Ça te fait quoi? Non, bah, je me dis, en fait, je suis passée à côté de plein de choses, quoi. On est passé à côté. Enfin, je veux dire, moi, les médecins... Alors toi, c'est pas de ta faute. Parce que toi, tu es allée chez le médecin. Oui, oui. Mais en fait, ça aurait pu tellement se passer différemment, quoi. Ouais. Voilà. J'ai fait tant de souffrances. Parce que vraiment, moi, je te l'ai dit, hein, cette époque enfant sommeil, moi, c'est de la souffrance, du chaos. C'est une souffrance qui, j'ai l'impression, s'est imprégnée de moi et ne partira jamais, quoi. C'est un traumatisme, en fait. Tu l'accompagnes, ça, aujourd'hui? Pas vraiment, non. Non, pas trop. J'essaie de travailler sur la culpabilité. D'ailleurs, on en avait parlé toutes les deux suite à un post que tu avais fait sur Instagram en disant de ne pas culpabiliser si on avait laissé pleurer notre enfant, que Ça a dû résonner chez toi. Ah ouais, il m'a Mhm. retourné ce post, quoi. Voilà. Et en parlant, je sens encore l'émotion, quoi. Vraiment ouais, moi, c'est vraiment la culpabilité, mon fardeau. La culpabilité de pas avoir fait assez bien, de pas avoir assez fait de recherche, de pas avoir posé les bonnes questions, ou assez de questions, ou assez de bonnes questions. Voilà. De pas avoir demandé à l'aide, de pas avoir été capable de demander de l'aide. Parce que c'est ça aussi. Quand on est tout le temps toute seule, c'est pas inné, en fait, de demander de l'aide. Et ça demande beaucoup de... Des fois, il faut un peu ravaler sa fierté, quoi. Mhm. Tu vois? Et ça, c'est pas des choses qu'on m'a inculquées. Donc, je le découvre. Tu le gères comment aujourd'hui? Ma culpabilité, je la gère pas. Je la mets sous un tapis. De temps Non, en non, temps, mon Dieu je Seigneur, regarde, elle est surtout toujours pas, là. c'est ça. Elle va bien, elle fait dodo. Mhm. Non, 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 non. Non, déjà, j'en ai pris conscience. Donc, je pense que c'est un grand pas. Parce que on ne peut pas travailler sur quelque chose, tu sais, quand on est encore dans la phase où on se fait dévorer par l'émotion, enfin, voilà. Donc, je pense que d'avoir pris conscience que je culpabilisais sur tout le temps, c'est déjà chouette. Parce que déjà, je vois ma culpabilité, je lui dis: «OK, je te vois, tu es là, bien présente, je vais m'asseoir à côté, puis on va discuter». Déjà, rien que ça, c'est énorme. Mhm. Et petit à petit, parfois, je me dis qu'en fait, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Voilà. Après, ça réveille autre chose. Se dit, c'est un peu injuste de pas avoir toutes les mêmes, tu vois, toutes les mêmes moyens. Et je parle pas de moyens matériels, financiers, hein. Mhm. Je parle Les mêmes vraiment. ressources. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, j'en prends conscience. Je travaille dessus parce que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs de toute cette période. Et comme on disait tout à l'heure, ça pour le coup on en a parlé au début de l'épisode, de reposer son cadre. Mhm. Voilà. Et qu'en fait le cadre de la société avec un grand S, c'est pas du tout celui qui convient à Élise Veillé présente aujourd'hui, quoi. Mais alors carrément pas, en fait. Je crois que je travaille sur ma culpabilité et sur ce sentiment d'injustice et presque de colère, avec justement le fait de me dire, en fait, je suis qui je suis et comme je suis, et c'est très bien comme ça. Je pose mon cadre. Exactement. Mhm. Qui me convient à moi. Mais ça, tu l'as fait aussi à un moment. Quand aux alentours de 6 mois, tu t'es dit Oui. le cadre qu'on impose, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais qu'on suggère très très fortement aux parents à ce moment-là, c'est l'enfant dort dans sa chambre tout seul, loin de la chambre de ses parents. Voilà. Quelle Et horreur. s'il pleure, on le laisse pleurer. À l'époque, c'était ça, Ouais, grosso ouais. modo. Donc après, il y en a qui faisaient un petit peu différemment, mais en tout cas, ce qui était le discours Officiel. officiel, c'était celui-là à ce moment-là.
Et toi, t'as décidé de poser un autre cadre aussi à ce moment-là. T'as dit, ok, tu l'as même dit à ton ex-conjoint, moi, mon nouveau cadre maintenant, pour arriver à survivre et à ce que mon enfant dorme à peu près bien, le nouveau cadre, ça va être celui-là, ça va être le cododo. Exactement. Donc, t'as réussi à le faire aussi à ce moment-là. Ouais, je l'ai fait, mais non sans culpabiliser. Parce que je faisais quelque chose qui n'était pas normé, entre guillemets, par le discours officiel. Et donc, j'allais à contre-courant et à rebrousse-poil de ce qu'on me disait de faire, tu vois, en étant très jeune. Ouais. Donc, il y avait tout ce truc-là. Voilà, donc j'ai beaucoup culpabilisé de faire ça. Mais en même temps, je l'ai fait quand même. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, la différence, c'est que je continue à faire ce que j'ai envie de faire, mais sans culpabiliser. Voilà. C'est-à-dire, en fait, moi, je sens à l'intérieur de moi que c'est aligné de faire ça. Voilà. C'est en zigzag pour toi, c'est pas aligné, grand bien t'en face. Je ne jugerai pas que ce qui est aligné pour moi, ça ne l'est pas pour toi. Voilà, ça ne me pose aucun problème. Par contre, viens pas juger mon alignement à moi, quoi. Tu vois, je fais de mal à personne, en fait. Chacun sur son axe. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, je sais pas, à une jeune maman ou n'importe quoi, où tu vois, si on dit si t'avais un conseil à donner, c'est écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous. Mais c'est tellement le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents. Écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Vraiment. Quand mon fils est né, il est né avec une conjonctivite. Super rare de choper une conjonctivite à la naissance. Bah ouais, écoute, au bout de 24 heures, il avait l'œil collé. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il a une conjonctivite. Fatalité, ma mère fait beaucoup de conjonctivite également, donc je connaissais le propos. Ah non, on fait pas de conjonctivite quand on est tout petit. Ok. Quelques jours plus tard, j'ai écouté là, il y a une conjonctivite. Vous voyez, je vois, c'est tout collé. Non, vraiment. D'accord. La semaine d'après, ça m'a gonflé. J'ai pris mon doigt, je l'ai mis sur son œil à lui, je l'ai rentré dans mon œil à moi. Et 48 heures après, je suis allée chez le médecin, j'ai dit « Ok, c'est bon là ?» J'ai chopé sa conjonctivite. Il y a une conjonctivite. On peut le traiter maintenant ? Et on a été sous traitement. Voilà. Et ça a résolu la conjonctivite. Donc écoutez-vous. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devenais maman aujourd'hui ? Du même enfant, avec les mêmes problématiques ? Je parlerai plus autour de moi de ce problème. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a des gens dont c'est le métier. Voilà. Donc je dirais plus, en fait, moi j'ai une réelle difficulté. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ? Voilà. Donc je m'écouterai plus, sans culpabilité. Et j'irai plus chercher les infos. Et en plus, le fait d'en parler autour de toi, déjà potentiellement tu peux trouver de l'aide. Et en plus, tu peux faire prendre conscience à d'autres personnes, à d'autres parents qui vivent potentiellement la même chose que toi, mais qui sont pas seuls non plus. C'est ça. Et de se dire, en fait, non, c'est pas la normalité, ça. Enfin, la normalité, on s'entend. Ouais. Et si j'avais un deuxième enfant tout court, pas le même avec pas les mêmes problématiques, d'office, je prendrais un accompagnement avec quelqu'un comme toi. Je te jure, j'y ai déjà pensé, mais ce serait d'office. Cadeau sur la liste de naissance. Exactement. Ouais. Ah ouais, trop important, quoi. Enfin, c'est pas juste le sommeil de bébé, en fait. C'est aussi le sommeil de maman, le bien-être de la famille, l'ambiance de la maison. Et en fait, ça impacte tellement tout. Et puis, je pense que quand tu dors mieux, t'as les idées plus claires. Donc, forcément, après, quand tu dois faire des choix, t'es un peu plus, tu vois, aguerri, alerte au niveau de tes réflexions, de tes pensées. Donc, ouais, non, vraiment, accompagnement d'office. Merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu jusqu'à moi. C'était très riche en émotions. Ah oui. J'espère qu'il n'y en a pas énormément qui vivent autant de difficultés. Et en tout cas, si c'est le cas, j'ai juste envie de lui dire courage, ça va passer, ça finit par passer. Il faut en parler, il ne faut pas rester seul, Et même si on en parle 10 fois et que 10 fois on nous dit c'est normal, en réen parler une 11e fois, vraiment s'entourer, ne pas être seul, ça va passer, quoi. Accrochez-vous, ça va passer. Dit-elle après 15 ans de maternité. 14. 14, pardon. Oui, c'est à la fin de l'année, tu m'as dit. Ouais. Merci
Merci encore. Merci à toi. Et à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. Vous pouvez partager les épisodes que vous préférez autour de vous et laisser un avis pour me dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Megan M. MEGA2NE.M. À très vite.